Bonjour mesdames et messieurs, le plaisir est toujours accru de se retrouver entre nous de la presse pour décortiquer l'actualité. Aujourd'hui nous allons parler des deux grands thèmes qui font l'actualité. Précisément il s'agit de la tension qu'il y a entre la FEC et le gouvernement, et nous allons parler de la loi d'amnistie qui est passée hier à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'être avec trois excellents confrères. Thierry Monsenepo de Centrale FM 83.9 MHz. Très heureuse d'être avec nous, Thierry. Merci. Claude Molicho de la RTNC. Merci Claude d'avoir accepté cette invitation. Merci Paulette. Voilà, nous allons terminer par Gérard Lemba, journaliste indépendant. Très heureuse d'être avec nous, Gérard. Merci beaucoup. Alors, la toute première question revient à Thierry Monsenepo. Thierry Monsenepo, ça fait le buzz, en fait, c'est le terme aujourd'hui entre Matata et Yuma. Donc, la question que l'on se pose, si deux éléphants se battent, eh ben, c'est l'herbe qui en pâtit. Alors, pourquoi cette guerre? Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, depuis quelque temps, on est habitué à des chiffres qu'avance la primature, notamment le Premier ministre, en ce qui concerne les performances économiques que son gouvernement a réalisées. Quoi qu'il faut savoir que l'État, c'est une continuité. Donc aujourd'hui, c'est les acquis des actions que Muzito a menées, et bien avant Muzito aussi, le patriarche Kizenga. Donc ce qui veut dire que le fait que Albert Yuma, qui est président de la FEC, je crois que c'est à ce titre qu'il a tenu des propos qui ont blessé le gouvernement, le fait qu'Albert Yuma soit justement... Est-ce que ses propos sont faux? Est-ce que a-t-il... Justement, le fait qu'il ait attaqué le Premier ministre, c'est là où le bas a blessé au niveau de la primature. Mais il faut d'abord se rendre compte d'une chose, qu'avant Albert Yuma, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Même nous ici, même nous de la presse, on l'a toujours dit, que c'est très bien d'avoir un gouvernement de surdoué, mais le social doit suivre. Vous savez, lorsque la Chine a atteint des croissances que nous enregistrons aujourd'hui dans notre pays, eh ben, on a senti ça dans le PIB de la population. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas, malheureusement. Et c'est ce qu'a dit le président de la FEC. Le plus grand problème avec le gouvernement Matata, c'est justement d'avancer des chiffres, mais qui ne reflètent pas du tout la réalité. Regardez l'exemple qu'il a donné en ce qui concerne la dette intérieure. 1,3 milliard de dollars. Cette dette intérieure est réclamée depuis longtemps. À un moment même, la Banque mondiale a appuyé le gouvernement pour payer une partie de cette dette. Et pour le budget 2014, j'ai vu, lorsque je l'ai lu, qu'il est prévu de payer 80 millions de dollars. C'est insignifiant par rapport à tous ceux à qui l'État doit. Et justement, le président de la FEC a dit que si aujourd'hui l'inflation n'est pas aussi galopante, c'est puisqu'il y a des constipations en ce qui concerne les sorties de fonds. Parce que si on ne payait ne fût-ce que 30% de ces 1,3 milliard de dette intérieure, eh ben le plafond va exploser. Donc c'est justement autour de tout ça que le président de la FEC a réagi. Et ce qui est plus mal, c'est justement la réaction adverse qui est venue de la primature. Au lieu justement de justifier le fait qu'il y a encore une adéquation entre le taux de croissance de notre pays et la réalité vécue par les populations, la primature ou les services de communication de la primature se sont évertués à attaquer personnellement le président de la FEC, qui est aussi membre du comité de gestion de la Banque centrale et de la GECAMI. Claude Molicho, nous y allons. On a parlé de cumul des fonctions. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Yuma a parlé en tant que qui, quand il a tenu ses propos? Oui, il faut bien préciser, Paulette, que Yuma a parlé en tant que président de la Fédération d'entreprises du Congo, qui est une structure qui dispose des indicateurs précis sur la gestion, même du cadre macroéconomique dont on parle souvent, de la situation économique du pays. Parce que la FEC, ce n'est pas n'importe quelle structure. La FEC, c'est une structure qui est partenaire d'ailleurs au gouvernement et qui donne des indicateurs précis sur la marche économique du pays. Et il ne faut pas mettre dans cette guerre que ce soit dans le cadre individuel entre la personne Matata et la personne Yuma. Non, le président de la FEC, Yuma Mulimbi, a essayé un peu d'analyser la situation sur le plan économique, sur le plan gestion du gouvernement, sur le plan économique. Alors, ce n'est pas une façon d'attaquer la personne Matata, non. C'est la différence qu'il faut faire. Mais on a comme l'impression aujourd'hui, avec les articles qui paraissent dans la presse locale, que c'est devenu maintenant une guerre entre l'individu Matata et l'individu Yuma. Ce qui n'est pas normal. C'est ça l'appréciation. Gérard Lemba, est-ce que Yuma avait-il avait-il le droit ou a-t-il cette prérogative de s'exprimer ainsi, de critiquer ainsi le gouvernement? Peut-il, lui qui est sous tutelle du gouvernement, critiquer ainsi le gouvernement? C'est cette opportunité-là ou ce droit-là? Jean-Marie Le Pen disait en France que ce n'est pas donné à tout le monde de dire non. Ce n'est pas donné à tout le monde de dire non.
ici Yuma, il est de cette race-là, après avoir constaté qu'il y a vraiment une mégestion, il y a vraiment une constipation, il peut dire non. Alors supporter. Moi, je n'aimerais pas aborder le sens, je sais pas, comme économique, comme l'a dit mes confrères. Moi, je vois un peu plus sur l'angle politique. En tout cas, je vais vous faire une révélation, en tout cas, d'après mes sources, hein, des sources aussi que je peux considérer comme des crédibles. Il y a peut-être 2 mois, j'entendais le nom de Yuma comme étant l'un des prématurables. Vous comprenez? Alors, si j'ai fait un lien sur le terrain politique, je prends la guerre qui vient de passer, que ça continue d'ailleurs, entre Matata et Moukoko. Vous savez, et je prends, il y a encore un autre, peut-être qu'on ne le dit pas moins, parmi les prématurables, il y a encore une autre, la dame de la justice, Luz Munga. Vous comprenez? Alors quand vous remarquez, tous ces noms-là, ces gens-là, sont actuellement en faux avec le Premier ministre. Je ne sais pas. C'est peut-être la méthode qu'il trouve pour se maintenir, parce que je suis sûr qu'il est parmi de ceux qui pensent que le pouvoir est fait pour être conservé. Il est dans les postes, il peut se battre pour être là. Mais je vois mal que Yuma, qui a eu tout son courage pour dire que non, effectivement, ça ne va. Il a été en réalité le porte-parole des Congolais. Alors si Matata, c'est vertu, comme a dit l'ami, de s'attaquer à Yuma, on s'est dit, c'est non parce que sous l'angle économique, mais c'est sous l'angle politique, on doit peut-être étouffer, écraser un adversaire en vue avant qu'il monte sur scène. Alors, donc c'était peut-être moi, ma façon de voir les choses. Alors, ce que Yuma dit, ça n'a rien de nouveau. L'écart entre la stabilité macroéconomique et les niveaux sociaux, je ne sais pas. Quand Matata nous dit que cette stabilité-là profite au moins nantis, je ne sais pas dans son entendement, qui sont ces moins nantis? Tous les Congolais savent que la misère ne fait que... Surtout, plus grave encore, puisque nous avons déjà entendu les musiques aussi, j'ai jamais entendu Matata, ne serait-ce que reconnaître les jalons qu'il a trouvés un peu par rapport à ce que Moussout avait fait. Donc ça a toujours fait à relever qu'on peut tout dire de Moussout. Il a eu, je sais pas, 112 maisons, de tout là, mais au moins, s'il faut emprunter les termes de sénateur Mokonda, il a trouvé une stabilité économique. Et de ces faits-là, quand on doit parler de l'allègement de la dette publique, c'était pas pourquoi Matata se fait passer pour une victime? On a l'impression aujourd'hui qu'il se fait passer pour une victime. C'est justement ça l'erreur. Et vous savez, cette victimisation-là le dégrade un tout petit peu, puisque sous d'autres cieux, il y a d'abord un porte-parole du gouvernement. Puisque le problème, il faut qu'on évite de personnaliser le gouvernement. Le gouvernement, c'est vrai, il y a un Premier ministre, mais c'est une équipe. Il faut que dans ce genre de cas, le porte-parole du gouvernement réagisse. Pour une fois, il n'a pas réagi. Oui, exactement, mais pas qu'il réagisse à titre personnel, in personnel, mais qu'il essaye plutôt de donner des éléments, des contre-arguments pour expliquer par exemple pourquoi est-ce que la dette intérieure n'est pas payée, pourquoi est-ce que la croissance économique du pays n'est soutenue que par un seul secteur qui est le secteur minier, pourquoi est-ce que la création des emplois ne suit pas le boom qu'on remarque sur la croissance, puisqu'il est prévu déjà une croissance à 2 chiffres pour cette année. Et là où, heureusement qu'au Congo le ridicule ne tue pas, sinon il y aurait des morts, puisque lorsque le communiqué ou le papier de presse de la primature dit que Yuma a mal géré à la Banque centrale, il a mal géré à la GECAMIN, mais comme le disait tout à l'heure M. Gilbert Biladi, et je l'appuie, que lorsque un Premier ministre dit ça d'un président de conseil d'administration en fonction, ça veut clairement dire que l'État n'a pas son pouvoir. Comment vous pouvez garder à la fois un président de conseil d'administration Yuma a le pouvoir de sanctionner Yuma? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, il est Premier ministre. Lorsque l'on voit qu'un président de conseil de gérance d'une société est gardé, surtout à la GECAMIN, malgré le fait que le bulletin de presse de la primature dit qu'il est nul, dit qu'il gère mal, mais finalement, on est en train de consacrer l'impunité et on est en train de prouver à la face du monde que le ridicule, le Congo ne tue pas. Nous allons décortiquer un peu ce qu'a dit Albert Yuma lors de ce point. C'était pas un point de presse, c'était l'échange de vœux avec l'échange de vœux. Il a dit que le gouvernement, par exemple, a consommé les ressources découlant de l'annulation de la dette extérieure. Comment ça, pratiquement? Qu'est-ce que le gouvernement a fait de cet argent? Il y a eu annulation de la dette, où on a atteint le point d'achèvement, il y a eu un peu d'argent dans la caisse. Qu'est-ce qu'on en a fait, Claude Molichou? Oui, et effectivement, depuis 2010, on a atteint le point d'achèvement. La maîtrise du cadre macroéconomique est permanente. Et le gouvernement qui est passé à maîtriser, Matata est venu, il a continué avec cette maîtrise. Mais ce n'est pas suffisant. Le chef de l'État d'ailleurs l'a dit lors de son discours au niveau du Parlement,
que la maîtrise du cadre macroéconomique ne reflète pas le niveau de vie social de la population. Le chef de l'État lui-même avait dit. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui montrent, qui démontrent que, en tout cas, le gouvernement n'évolue pas sur la bonne voie. Il faut qu'il recadre les tirs. Et les Matata ne pouvaient pas s'énerver, ou soit le gouvernement, parce que ce n'est pas les combats seuls de Matata, c'est les combats de tous les gouvernements. Le gouvernement ne pouvait pas s'énerver, parce que ce sont des critiques qu'on peut intérioriser pour compléter par rapport à cette consommation-là. Il est prévu lorsqu'il y a des annulations de dettes, en ce qui concerne les institutions de Bretton Woods, c'est que cet argent qui était prévu à payer la dette puisse aller dans le secteur social, notamment dans la construction des hôpitaux. Il y a eu des constructions d'écoles, quand même, il y a eu des hôpitaux. Raison pour laquelle moi je dis qu'il fallait une contre-vérité de la part du gouvernement pour justement justifier ces éléments qu'il ne trouve pas vrai dans les propos de M. Yuma. Donc c'est peut-être la procédure qu'il a employée pour le dire. Alors il y a un autre point, il a dit que la FEC n'a pas mandat de rendre compte à la population, c'est l'obligation constitutionnelle de l'exécutif. Donc c'est pas à Yuma de faire ça. Non, c'est-à-dire que quand vous prenez le cas hiérarchique... Ce n'est qu'un organisme privé, la FEC, non? Je la parole, bien sûr. C'est-à-dire que quand vous prenez le cas hiérarchique entre le Premier ministre, le chef du gouvernement, et Yuma qui est un mandataire, certes avec une ordonnance, je me dis, il y a possibilité, si Matata s'est senti un peu frustré, je sais pas, s'il trouve effectivement qu'il y a aussi mais au niveau de la GECAMI, de les sanctionner. L'ami a bien dit qu'il y a, c'est la preuve de la conséquence de l'impunité. Moi je me rappelle bien sur le même fait. Vous vous rappelez, à un certain moment, Emine Ngoy était l'ADG au niveau de la GECAMI. Et à cette époque... De l'OGEFREM. Et à cette époque, je crois, la ministre du Transport, c'était Kawanda, du Palou. Et que, pour X, Y raison, nous savons qu'Emine Ngoy a été arrêté. Et le Premier ministre Mouzitou s'est imposé pour relaxer rapidement Emine Ngoy. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui s'est fait entre Yuma, qu'est-ce qu'il représente pour que Matata ne manque les moyens ou l'outil pour sanctionner un mandataire qui s'oppose un peu à sa manière de voir. Donc c'est pour dire que c'est plus dans l'angle politique que nous pouvons bien voir. Yuma est parmi ceux qu'ils ont cités comme les prématurables. Je reviens puisque vous avez parlé de l'annulation. J'ai encore en tête celui qui était le conseiller spécial en matière économique de Mouzitou. Quand il passait à la télé pour expliquer un peu les biens fondés de cette annulation de la dette et de l'allègement. C'était quoi? Effectivement, comme quoi que les montants qu'on payait aux institutions de Bretton Woods seraient cette fois-ci reversés dans le social. Mais aujourd'hui, quand Yuma dit que il a consommé sans qu'il ne soit... Mais il y a aussi un problème. Le social, c'est quoi? C'est ça le problème. Le social, est-ce que c'est la construction? Non, mais il y a aussi un problème. Pour revenir un peu à ce que Gérard a dit, il faudrait qu'on circonscrive le cadre. Dans quel cadre est-ce que M. Yuma a parlé et en tant que qui? Il a parlé en tant que président de la Fédération. A-t-il ce droit-là de parler? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut interdire au président de l'UNPC de dire que la presse va mal? Non. Parce que justement, Yuma était en train de s'entretenir avec les patrons du secteur. Qu'est-ce qu'il remarque justement? Trop de taxes, constipation financière, problème jusqu'à diagnostiquer qu'il y a eu une baisse d'à peu près 30% de l'activité économique durant ces 3 dernières années. Ce qui veut dire qu'en tant que partenaire du gouvernement, la FEC a le droit d'émettre un diagnostic. Regardez ce qui s'est passé là. Parce qu'on ne pouvait pas le faire en interne, Thierry Monsenepo. Ça a été en interne, c'était mais les journalistes étaient invités à la manifestation. Même quelques membres du gouvernement. Regardez ce qui s'est passé lorsque la FEC a dit qu'il y avait excessivement de taxes pour les importations douanières au niveau du Kivu. Mais le gouvernement a pris ça en compte et le gouvernement a pris des mesures par rapport à cela. La FEC a accompagné le gouvernement en ce qui concerne la résurgence du problème au niveau du port de Matadi et de Boma. La FEC accompagne toujours le gouvernement. C'est un partenaire. Bien sûr, ils ont aussi le droit d'émettre un diagnostic sur le secteur qui est porteur à majorité du budget de notre pays. Donc, nous prenons un autre fait, c'est qu'a dit Albert Yuma, président de la FEC. Il a parlé en tant que président de la FEC par rapport à la BCECO. Il dit que le BCECO continue aujourd'hui à négocier, à attribuer des marchés publics alors que devait déjà fermer ses portes. Parce que le BCECO fonctionne toujours. Tout à fait, le BCECO travaille toujours. D'ailleurs, il procède même au recrutement des jeunes universitaires. Mais il y a déjà l'autorité de régulation du marché public qui est compétente en la matière. Ça fait de l'emploi. Normalement, le BCECO devait fermer ses portes. Oui, puisque le BCECO était en train d'exécuter les fonds venant des institutions de Bretton Woods en ce qui concerne le secteur social.
Mais aujourd'hui, ces fonds n'arrivent plus. Donc, ce qui veut dire que le BCECO n'a plus sa raison d'être. Tout simplement. Bien sûr. Oui, Claude. Oui, c'est ce que je disais, que les BCECO pouvaient tout simplement peut-être avoir d'autres attributions. Mais en ce qui concerne les passations des marchés, il y a déjà, l'État a déjà une structure bien appropriée pour ce faire. Alors pourquoi encore il rentre dans ces prérogatives-là de l'autorité de régulation des marchés publics alors qu'il pouvait peut-être faire autre chose que cela? Nous prenons quand même une source bien crédible, c'est le phare. Le phare avait titré hier dans sa une bataille de trop. Alors, qui va payer par rapport à tout ça? Parce qu'il y aura quand même des conséquences. Si deux personnalités aussi importantes que Matata et Yuma se battent, ça va crisper d'abord les investisseurs qui sentent déjà qu'il y a un problème. Et tout ça, et la population n'y comprend rien. Alors, c'est une bataille de trop. On ne pouvait pas gérer cela en interne, comme l'a dit notre confrère Le Phare. Bataille de trop, je ne supporte pas les termes. Je vois les niveaux d'autorité entre les deux. C'est ça, c'est deux personnalités qui représentent quand même quelque chose. C'est quand même trop. Moi, j'ai eu à le dire ici, c'est que les méthodes utilisées par le Premier ministre Matata, par rapport à se maintenir au pouvoir, ça semble, ça commence pas à déranger. À un certain moment, en tout cas pour ceux qui savent bien vous suivre, je vais le dire, j'ai l'impression que le Premier ministre Matata est en train de prendre le chef de l'État en otage. Si réellement il reconnaît qu'il a ses pouvoirs discrétionnaires de décider comme il a choisi, bien avant lui il y a eu Mozitou, il doit comprendre que ce n'est pas aussi l'homme présidentiel. Si Kabila lui-même reconnaît qu'il va un jour partir, alors ce n'est pas aussi un scandale de départ de Matata. Alors les méthodes qu'il utilise, c'est ce qui nous atteste à un certain moment. Nous avons vu Matata, d'ailleurs, ça fait partie de ce comportement. Il n'a jamais été un ami de la presse. Nous l'avons dénoncé de son parcours, BCECO, Premier ministre des Finances, même à la primature. Mais curieusement, à la venue de ce qu'on va appeler les concertations nationales, Matata devient du coup un grand partenaire de la presse avec tout ce que nous dénonçons ici. Alors s'il répond à Yuma via la presse, on s'est dit c'est pas une bonne manière. C'est pas une bonne manière tout simplement parce que nous savons que certains tabloïds publient les articles qui viennent, puisque nous sommes publie ces articles qui viennent tout droit de la primature. Okay. C'est là que nous disons on nous instrumentalise et à vil prix et abusivement. Donc, c'est à partir de pour comprendre que c'est la logique ou la nécessité de la constitution qui doit faire peut-être que le chef de l'État choisisse quelqu'un d'autre et que ce n'est pas la fin du monde. Quel doit être le rôle? Parce que quand on a lu les différents tabloïds qui sont apparus, qui ont paru après cette affaire, on a eu l'impression que chaque tabloïd s'est positionné quelque part, mais le phare a essayé de jouer à être au milieu de village. Quel doit être le rôle de la presse quand il y a des genres de guerres comme ça entre deux sommités de l'État qui mettent en péril l'image du pays? C'est vrai que l'objectivité et la neutralité sont les maîtres mots de la presse, mais il ne faut pas non plus restreindre la liberté d'opinion de tout un chacun en ce qui concerne le camp qu'il choisit de défendre ou les valeurs pour qui il se bat. Je pense que le titre du phare, pour dire que c'était la bataille de trop, je pense qu'il ne faille pas le dire dans la mesure où, dans le monde entier, il y a ce genre de guerre qui arrive. Vous avez vu ce qui s'est passé même entre deux ministres en France, un pays de très vieille démocratie, le ministre du développement productif ainsi que celui de l'économie et du budget. Nous avons vu qu'à un certain moment, ça commençait à déranger et il y a eu l'arbitrage du président de la République. Même aux États-Unis, on a vu qu'il y avait presque un bras de fer entre le président Obama et les membres de son Parlement en ce qui concerne l'Obamacare. Donc ce qui veut dire que les divergences dans tous les pays, ça existe. Mais comment régler cela? Et la fait qu'il ne faut pas minimiser cela, par rapport au Premier ministre, il n'y a même pas à peser qui pèse ou qui ne pèse pas, puisque les deux ont leur importance, puisqu'aujourd'hui, sans la structure qui fédère les entreprises, il sera difficile justement de faire passer convenablement et les messages du gouvernement vers les opérateurs économiques et les plaintes des opérateurs économiques vers le gouvernement. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait raison garder, comprendre que ces genres de choses dans une république existent. Mais le problème justement se situe au niveau de la réaction de chaque parti. Une réaction qui devient personnelle, là je pense que c'est ce qu'il faut condamner et c'est ce que la presse doit éviter. Mais une réaction pour contredire l'idée, pour contredire la contre-vérité, avec chiffres à l'appui, c'est ce que nous devons appuyer
au fur et à mesure pour que finalement nos autorités puissent avoir Nous allons terminer ce point. Et quelle est l'image maintenant qu'aura peut-être la communauté internationale par rapport à cela? Est-ce que cela ça va pas rendre encore un peu ces opérateurs économiques peureux pour revenir en RDC? Peut-être, je dirais, réservé. Les opérateurs économiques peuvent être réservés encore pour venir en appui pour investir au Congo. Mais ça tourne autour du climat des affaires. Vous savez que nous devons faire la distinction. C'est pas comme a dit mon confrère que non, le Premier ministre Augustin Matata peut sanctionner directement Yuma. Non, Yuma a fait ces diagnostics-là, posé ces diagnostics en tant que président de la FEC. Et nous, le Congolais, nous pouvons essayer un peu de distinguer cela, parce qu'il n'a pas dit comme j'ai lu dans la presse que non, Yuma c'est un cumulard, il a même à la Banque centrale, à la GECAMINE et puis à la FEC. Non, en tant qu'organe conseiller du gouvernement en matière économique, la FEC, c'est pas n'importe quelle structure. Et nous pouvons distinguer cela pour que nous puissions avoir. Moi, je pense que du côté du gouvernement, on pouvait encaisser ces critiques, parce qu'il n'est pas le seul à les critiquer. Les acteurs politiques critiquent, même au sein de l'Assemblée nationale, même au sein de la classe politique, les opposants non institutionnels, comme on les appelle. Même le chef de l'État lui-même a déjà critiqué le gouvernement en ce qui concerne la situation sociale. Alors, le gouvernement peut intérioriser cela et prendre cela comme une force afin qu'il puisse avancer. Au lieu de répondre par la voie des médias, et ça discrédite nous les journalistes, et puis même si nous sommes utilisés par les acteurs politiques, moyennant l'argent, parce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, ce n'est pas propre, et ça décrédibilise les pays au niveau extérieur et au niveau... voilà, mesdames, en quelques mots, puisque nous allons prendre le deuxième thème. C'est-à-dire que peut-être le confrère ne m'a pas bien compris. Si j'ai dit que le Premier ministre a cette sanction ce pouvoir-là de sanctionner Yuma, ce n'est pas de manière directe. J'ai donné un fait par rapport à Emine Ngoyi, le professeur qui était à l'UGFREM, et qui est son ministre, qui était Kawanda. Il a permis, mais Moussoutou a eu à s'imposer pour qu'on les libère rapidement. Donc nous disons simplement les faits. Nous prenons ces faits historiques pour dire que non, oui, ça peut être le cas. Le Premier ministre peut aussi instruire. Là, je ne parle pas par rapport aux déclarations de fait par rapport aux échanges de vœux de la FEC. Je parle comme si réellement ce dossier avéré que tous ces abus de gestion qu'on dénonce au niveau de la GECAMINE, le Premier ministre peut instruire son ministre de portefeuille pour aussi sanctionner Albert Yuma. Donc s'il ne le fait pas et qu'il s'interpose par les voies de médias, nous comprenons que la bataille est plus politique. Ça n'a rien à voir avec la gestion. C'est ça que je tenais vraiment. Qui doit être l'arbitre au-dessus de tout ça? C'est au président de la République de trancher? Généralement, l'arbitrage est toujours dévolu au président dans le monde entier. C'est lui qui doit ramener ses brebis dans la bergerie pour leur recommander le calme et la sérénité. Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est la loi d'amnistie. L'amnistie qui a été votée cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Alors ça a déclenché, vous savez que c'était un débat où le passionné, tout passionnel même, et tout ça, mais c'est passé quand même. Alors il y a une certaine opinion qui pense, et voilà, une loi d'amnistie de trop, cette fois-ci vraiment, on pardonne, donc on donne vraiment la voix à ceux qui font la rébellion de continuer à le faire. Bon écoutez, personnellement je pense que ce n'est pas ça la raison, c'est-à-dire que le prix de la paix a toujours été un prix très fort. Et au-delà de gagner cette paix par les armes, encore que les armes ne gagnent pas toujours toutes les paix, il est assez important de pouvoir effacer l'ardoise. Mais c'est vrai que les députés, que ce soit les députés, les élus de la Chambre basse ou les sénateurs, ont eu quand même à s'émanciper en trouvant un terrain d'entente en ce qui concerne la périodicité de couverture. Ça va de quelle date? De juillet 2006 jusqu'en décembre 2013. C'est ce qui veut dire que là-dedans, il y a ceux qui ont combattu aux côtés du MLC après les élections 2006. Il y a dedans les Bakata Katanga qui ont fait des exactions l'année passée. Il y a le M23 et que sais-je encore. Donc bref, je crois que c'est important dans l'idée de la réconciliation que le président de la République a prônée. Mais il est une question très importante. C'est qu'il faudrait que nous commencions ici dans notre pays à réfléchir sur les causes qui produisent les effets que nous connaissons. Et la cause fondamentale, c'est la frustration et c'est l'injustice.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le terrain vers d'autres injustices en ce qui concerne la négligence des victimes de ces guerres. C'est ça. Il n'y a pas indemnisation. La loi d'amnistie est là, c'est vrai. Ça épargne aux belligérants, aux politiques et à tous les autres de passer devant la justice. Mais les victimes, quelle est la disposition qu'on prend pour eux, puisque pour elles, les victimes. Oui. Puisque nous devons essayer de comprendre que ces guerres ont causé près de 3 millions de morts et près de 2 millions de déplacés en République démocratique du Congo. Et que ces personnes ont attendu de la justice internationale et de la justice nationale une réparation. Mais que les personnes qui sont à la base de ces troubles, de ces morts, soient pardonnées par la République, ce n'est pas un problème. Mais il faudrait qu'on arrive justement à trouver un modus operandi pour effacer de la mémoire de ces populations cette douloureuse traversée. Et je partage là-dessus le point de vue du président d'une ONG qui a dit clairement que les députés ont un devoir de mémoire aujourd'hui. Et ils doivent s'en dédouaner le plus vite possible. C'est ce qui se passe au Rwanda, vous suivez, qu'il y a eu un procès à Paris dernièrement par rapport au génocide qui date de 20 ans. On est en train de poursuivre jusqu'à aujourd'hui ces génocidaires. Alors, on a l'impression que chez nous, Thierry Monsenepo, Claude Molicho, Gérald, on efface trop vite, on oublie trop vite et tout ça. Alors, que doit-on faire pour garder intact tout ça? On sait qu'avec les Juifs, la Shoah, c'est jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, on commémore cela. Que doit-on faire? Doit-on effacer et oublier? Moi, je pense qu'on ne peut pas chaque fois revenir sur des lois de l'amnistie. Chaque fois qu'il y a un problème qui se pose. C'est la troisième, je pense, si je m'abuse. C'est la troisième parce qu'il y avait une loi en 2004, une autre en 2007 et une autre cette année 2014. Et chaque fois, en 2004, dans les contextes, en 2004, par rapport à ces régimes ici. Oui, par rapport à l'histoire. Oui, par rapport à la troisième, ou peut-être à ce régime, pas la troisième république, parce que la troisième république. Alors, nous ne pouvons pas chaque fois revenir sur des lois d'amnistie. C'est une façon de donner les butins de la guerre à ceux-là qui ont commis des crimes dans notre pays. Et chaque fois, ces lois, on a comme l'impression que ça catégorise les faits. Cette loi qui a été adoptée, peut-être c'était pour faire, je ne sais pas si entre guillemets faire plaisir au M23, je ne sais pas. Voilà pourquoi dans l'esprit des sénateurs, du Sénat, on voulait assez qu'on ne revienne plus sur les lois d'amnistie, qu'on fasse une seule loi qui doit prendre en compte des gens qui sont amnistiés depuis 2003, je pense, jusqu'à maintenant avec la dernière guerre du M23. Mais voilà, il y a toujours des implications politiques qui entrent. Ça a été adopté au Sénat autrement, arrivé à l'Assemblée nationale. Ça a pris notre tournure et puis finalement on a adopté cela en des termes identiques. Mais on a comme l'impression que chaque fois on reviendra sur la loi d'amnistie, et c'est pas bien. Il faut vraiment qu'on essaye un peu de mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Et puis, même si on va faire signer des décharges à ceux qui ont sollicité l'amnistie, mais il risque encore de reprendre parce que vous savez avec moi que le M23 est en train de se réorganiser à Kampala et en Ouganda. Et encore, d'ici quelques années, en plus, on risque de prendre encore une autre loi d'amnistie. C'est ça le problème. Gérald Lembe, est-ce que cela ne démontre-t-il pas un peu la faiblesse de notre État? Parce que moi, je prends l'exemple du Rwanda, n'allons pas loin. Kagame l'a dit clairement, il ne négociera jamais avec les FDLR, il ne négocie jamais avec eux. Il y a des procès en cascade, ils sont là, ils poursuivent leurs génocidaires partout où ils sont dans le monde. Alors cela ne démontre-t-il pas la faiblesse de notre gouvernement? Est-ce qu'on nous impose ou cette loi-là? Oui, on a comme l'impression qu'on nous impose parce que vous avez suivi la réaction de la MONUSCO. C'est ça. Qui dit que non, il faut trouver une issue pour ces gens-là qui sont en Kampala et en Ouganda, les gens du M23 bien sûr. Mais on oublie que les FDLR qui nous causent des problèmes ici chez nous, Kagame et Museveni ne veulent pas de dialogue. Mais chez nous ici, on dit que non, il faut trouver une issue pour les M23. Les M23 c'est qui? Ce sont les gens qui ont massacré, qui ont tué le peuple congolais. Oui, Gérard. C'est-à-dire que le Rwanda n'a jamais été un modèle de la démocratie. Pour ceux qui savent un peu lire le signe des temps, il y a eu à un certain moment qu'on a parlé de la guerre froide. L'URSS, on disait que c'était un géant au pied d'argile. C'est tout simplement pour dire que les méthodes de gestion, ça ne présageait pas un avenir meilleur. Ce qui a fait que nous avons abouti à ces démembrements un peu de l'URSS. C'est pour dire quoi? La démocratie a fait ses preuves dans ces mondes modernes, que c'est les modèles qui semblent un peu réussir et s'accommoder au principe de
la bonne gestion peut aussi pouvoir amener à un accroissement ou un développement. J'aimerais un peu revenir pour ce que nous parlons de l'amnistie. Vous savez quoi, le pénaliste dit ceci. Quand un juge a des difficultés pour interpréter la loi, parmi les moyens qu'il peut recourir, il y a aussi les travaux préparatoires. Et les travaux préparatoires ici, je considère c'est comme si nos plénières. Moi qui vous parle, j'étais là, j'ai assisté à ces plénières-là. C'est une institution politique qui a adopté cette loi. Vous comprenez? Oui, c'est une loi qui a son caractère personnel, mais c'est une institution politique. Ça dit quoi? Il y a une divergence d'intérêts politiques. C'est pas aussi neutre qu'on le pense. Voilà, nous y arrivons. Je vais relever un fait. C'est-à-dire que nous avons assisté à une plénière où vous vous dites à quoi sert cette majorité. J'ai eu à noter s'il y a eu quelques têtes des députés de la majorité qui ont eu à intervenir. Il y a le Kondo, il y a Ekombe, il y a Jemsi, Walenga. Et puis c'est fini. Pour dire quoi? Bien avant, nous savons tous qu'au Vénice, il y a eu une réunion entre le président de l'Assemblée et ceux de la majorité. L'instruction a été donnée. Donc, en réalité, c'est comme si tacitement, pendant cette plénière-là, on voulait montrer, parce que nous avons assisté à un échange entre la commission mixte chargée un peu d'approfondir la loi qui venait du Sénat avec les députés de l'opposition qui, à tour de rôle, et la majorité ne faisait presque rien dans la salle. Si ce n'est que pour réagir tambouronner et peut-être réagir en dérangeant celui qui parle. Donc, nous disons, par rapport à ce que nous avons appris, la réunion ou la rencontre de la majorité qui s'est fait au niveau de Venise, en réalité, c'est faux. C'est faux pour dire que s'il y a eu un dictat donné au niveau de la majorité pour soutenir la version du projet du gouvernement, la question qu'on ne nous pose pas, pourquoi dans les projets du gouvernement, on a limité l'année en 2009? On ne se pose pas parce que le gouvernement est aussi bien informé que tout le monde. Pourquoi il a limité en 2009? Aujourd'hui, nous avons commencé en 2006. Donc, tacitement, en tout cas, l'analyse que nous avons eue, c'est comme si la majorité exposait aussi l'autorité morale de la majorité qui est le chef de l'État. Pour dire simplement que non, on nous a instruit que nous ne pouvons pas venir à l'encontre de ces projets de loi. Voilà, donc c'est un fait à relever parce que nous ne parlons pas pour nous-mêmes, nous parlons pour ceux qui nous suivent. Ils doivent un peu savoir ce qui se passe un peu au niveau des décisions politiques. Qu'apporte cette loi pratiquement pour la République démocratique du Congo? Bon, écoutez, je venais de vous le dire ici que la paix n'a pas de prix. À n'importe quel prix, on a eu le 1 plus 4 en RDC. On a eu trop de choses en RDC. Il ne faudrait pas qu'on se voile la vérité. C'est-à-dire que nous avons 2 345 000 km² de superficie, avec une armée faible qui est en reconstruction, avec la présence des structures de l'État qui sont inexistantes dans certains coins du pays. Ce qui veut dire que la République démocratique du Congo est encore un État fragile. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, prétendre défendre tout le territoire national autant que peut le faire le Rwanda, qui ne compte qu'à peu près 234 000 km². Là, nous donnons raison aux gens qui disent que découpons le pays. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est pour vous dire ceci. Pour l'instant, nous avons encore besoin de passer par la réconciliation. Nous en avons besoin. C'est une nécessité. C'est vrai que les démarches peuvent être nombreuses. On a vu au Rwanda, c'est vrai qu'on peut dire que Kagame est un dictateur. Et on ne l'aime pas ici dans ce pays, je le sais très bien. Mais regardez ce qui s'est passé avec le tribunal de Gachacha. Le Gachacha, c'était quoi? C'était un tribunal populaire où on emmenait un prétendu génocidaire. Il est jugé, mais à la fin, on ne le condamne pas. On lui demande de demander pardon à ceux à qui il a fait du mal. Je peux prendre encore l'exemple du Grenade. Dans ce pays, il y a eu des problèmes. Il fallait encore une loi du pardon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a soumis ça au référendum populaire. Il ne faut pas aujourd'hui condamner notre gouvernement qui a signé et pris l'engagement d'aller vers l'amnistie. C'est important en ce moment. Mais maintenant, il y a l'article 5 de cette loi qui prévoit que celui qui va récidiver, non seulement qu'il va être poursuivi pour les actes qu'il va poser au moment de sa récidive, mais même tout ce qu'il a fait avant va retomber sur lui. Il faudrait qu'en ce moment maintenant que nous, Congolais, nous commencions à construire notre pays. Pour l'instant, vous allez refuser la loi de l'amnistie. C'est très bien, mais qu'est-ce que vous allez faire de tous ces militaires qui sont tout autour de notre pays, dans des frontières, en train d'attendre le moindre moment pour attaquer le pays? Moindre faux pas. Mais aujourd'hui, le Congo a une justification. Le Congo a répondu à tout ce qu'il fallait dans l'accord d'Addis Abeba et dans le dernier acte de Nairobi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale est en témoin que celui qui va provoquer notre pays
Va aller. On va aller. Je sais que c'est dur à avaler, mais c'est la pilule qui est vraie. Bon, nous allons y aller. La télé, c'est le temps Claude Moulichon. Vous avez suivi dans une radio périphérique le fils d'Edi Kapinde qui plaidait pour que son père soit libéré. Vous pensez que cette loi d'amnistie est aussi un peu partiale, malgré qu'il y a eu des critères aussi par rapport à ça? Est-ce que Edi Kapinde a par exemple droit aussi à l'amnistie? Parce qu'on s'est dit, bon, il y en a qui ont pillé, violé et tout, on les a amnistiés, mais lui... en principe, les magistrats suprêmes, c'est le chef de l'État, il peut accorder une grâce à qui il veut. Ça, c'est de 1. Et même les enfants d'Edi Kapinde, ils peuvent demander ils ont demandé effectivement auprès du chef de l'État que non, en tant que père de la nation, qu'il puisse leur accorder cette amnistie-là. C'est logique et c'est rationnel pour que les chefs de l'État les accordent. Mais moi, je voulais un peu réagir en rapport avec notre confrère qui disait que, bien sûr, l'État est fragile, il fallait faire... Non, imaginez-vous des temps les gens qui se sont rebellés 3 fois sous une autre forme. Et la 4e forme, peut-être, ça sera M26 ou une autre dénomination, qui cherche à revenir sur le sol congolais pour massacrer ce même peuple qui attend réparation. Monsieur Claude, on appelle ça procès d'intention. Qui attend réparation. Oui, ce que vous faites, on appelle ça procès d'intention. Parce que il y a des rapports. Vous ne pouvez pas préjuger. Vous ne pouvez pas préjuger. Il y a les rapports. Il y a les rapports que les gens ont eu des récidives, mais on ne peut pas préjuger sur ce qu'ils vont faire. Il y a les rapports d'experts des Nations Unies qui attestent que les M23 se réorganisent à l'extérieur du pays pour rentrer encore. Encore que vous et nous savons que ce sont des multinationales qui sont à la base de ces guerres. Ce ne sont pas ces pauvres Congolais du M23, ces pauvres Congolais. Voilà, mais il y a des victimes. C'est là où nous sommes en train de plaider pour que et la communauté internationale et l'État congolais puissent penser à l'indemnisation des victimes. Non, nous ne sommes pas contre la loi d'amnistie. L'amnistie, oui. C'est ce qui semble. Ce sont les engagements qui ont été pris avec la communauté internationale. Mais on a l'impression que cette même communauté internationale qui nous oblige, qui nous demande trop. Vous savez, vous vous souvenez du président tanzanien. Mais en contrepartie, il donne aussi trop. Le président tanzanien qui avait demandé la plus grande mission des Nations Unies, c'est le président tanzanien de surveillance pour les frontières. Le président tanzanien, Maurice Kikwete, qui avait demandé au président rwandais d'engager un dialogue avec les FDLR qui sont au Congo. Et vous avez suivi la réaction de Kagame. Mais bien sûr, parce qu'à cette époque-là, les FDLR tenaient encore les armes. Mais il y a 2 semaines, il y a eu une évolution. Même aujourd'hui, les FDLR ont fait savoir. On fait savoir à la MONUSCO de dialoguer avec les FDLR. Non, depuis que le FDLR... Oui, ils ont fait savoir à la MONUSCO qu'ils sont prêts à déposer les armes. Ils ont déjà déposé les armes. Ils ont déjà déposé. Depuis, Kagame n'a pas encore réagi. Mais pourquoi ne réagit pas? Mais il a droit de réagir. Du côté de Kampala, c'est la même chose. Il a droit de réagir. Du côté de Kampala, c'est la même chose avec les ADF Nalou. Et la même communauté internationale représentée par la MONUSCO ici, ils disent que nous ne pouvons pas aller vers les ADF Nalou pour vous aider, vous, le gouvernement congolais, les FRDC. Nous nous occupons des FDLR. Et les FDLR, c'est dans une autre zone, les AFD Nalou, c'est dans une autre zone. On dirait qu'on est en train de nous piéger par cette communauté internationale. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas que la brigade d'intervention a appuyé le Congo pour déloger les ADF Nalou qui ont pris la ville le 25 décembre. Mais pas pas me dire que vous savez ça. L'appui n'est pas en termes d'appui des hommes de troupes. Mais même pour faire partir le M23 des 3 tours, la brigade d'intervention a aidé en artillerie et en logistique militaire. Mon ami, pourquoi le président Kagame le dialogue le président s'est venu avec les ADF Nalou. Parce que si nous on a dialogué depuis 2002, jusqu'aujourd'hui on fait que dialoguer, on fait des concessions, mais du côté de la communauté internationale, il n'oblige pas les Rwandais et l'Ouganda de faire des concessions avec les rebelles. On vous a entendu, Claude, oui, je vous écoute, Gérard. J'aimerais insister sur un fait pour dire que la loi d'amnistie, personne n'est contre. Du fait que c'était un engagement pris au niveau de la communauté internationale. En tout cas, sur ce point-là, nous soutenons notre gouvernement. Donc, si la loi a été votée, nous applaudissons. Et si ça peut être un nouveau départ, un semblant de réconciliation, nous ne pouvons qu'encourager. Mais par rapport aux victimes, moi je parle des victimes. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Non, j'ai entendu mes frères quand ils discutaient. Nous risquons d'être à côté de ceux qui nous ruinent. C'est facile de dire que oui, c'est la communauté internationale. C'est facile de nous dire que ce sont les Rwandais qui
vont peut-être se reconstituer avec leur histoire de 1-23. Mais il y a un fait vrai. Il y a un fait fondé que tous les Congolais, à partir de nourrissants, savent que nous sommes minés par, dans nos institutions par les autorités rwandaises. Nous sommes minés. Ça, nous pouvons avoir le courage de le dire. Comment voulez-vous que nous préparons à nous défendre contre le Rwanda avec son M23 et puis nous sommes incapables de dénoncer les Rwandais qui sont avec nous aussi. Donc ça, je trouve que c'est fondamental. C'est ça l'essentiel. Tant qu'on n'aura pas à dénoncer tous les Rwandais qui se trouvent dans nos institutions, dans nos services de sécurité, il faut faire attention aux xénophobes. Hein? Non, c'est pas xénophobe. Ce n'est pas le fait d'être rwandais qui fait de quelqu'un l'ennemi de l'RDC. Il faut éviter les propos xénophobes. C'est pas ce n'est pas xénophobe pour simplement vous dire quoi. Pourquoi sous le 9 pays frontaliers, nous ne parlons que des Rwandais? Pourquoi? C'est bien beau, la communauté internationale n'a que les Rwandais pour nous instrumentaliser. Nous n'avons pas un moyen, nous n'avons pas des histoires ou pas une potentiel à donner à cette communauté internationale pour que nous soyons défendus. Non, ça veut dire que nos forces armées sont outillées pour les multinationales sont ce que nous appelons les héros dans l'ombre. Nous ne les voyons pas. Sur le plan diplomatique, nous devons savoir bien négocier. Mais qu'est-ce qui fait que c'est seulement à cette frontière où nous assistons c'est pas maintenant, ça s'est un peu éparpillé. Nous avons non, c'était un fait essentiel. Il y a partout maintenant que la RDC est attaquée. Hein, donc, vraiment, je crois que nous sommes à la fin. En tout cas, ce que je sache, la Zambie, tous ces pays, Tanzanie, nous sommes peut-être on ne le dit pas. L'Angola, si nous sommes avec un dérangement, c'est juste quand peut-être ils chassent nos compatriotes qui se comportent mal, qui sont en état d'irrégularité. Mais au moins, sur le plan... Sous quelles conditions hein? Bon, ça, peut-être c'est le gouvernement. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a des Rwandais qui soutiennent les mouvements rebelles. Ils sont plus ou moins identifiés. À plusieurs reprises, mais pas dénoncés. À plusieurs reprises, mais pas dénoncés. À plusieurs reprises, les rapports des Nations Unies ont cité le ministre de la Défense du Rwanda, M. James Kabarebe. Il y a celui qui vient de mourir, M. Karegeya, qui a dit que le chef d'état-major était aussi dans le coup. Mais à ça, stigmatiser les Rwandais, je pense que c'est une très mauvaise approche. Non, on ne stigmatise pas, mais on parle des faits. Nous avons des faits, au moins oui. Si vous parlez des faits, M. Claude Elemba, si nous parlons des faits justement, citez-moi le fait qui prouve qu'un Rwandais dans nos institutions a trahi le pays. Citez-moi le fait. Puisque nous parlons de faits. Puisque nous parlons de faits. Le Premier ministre Matata Mponyo, puisqu'il est encore là, quand il a pris la primature, son premier geste que j'ai aimé, il a effectué un voyage au Rwanda. On lui a montré, je crois, sur une trentaine de militaires, on lui a montré 11 Rwandais. Mais ce que vous êtes en train de dire, mais ce n'est pas un fait. Est-ce que ces 11 Rwandais-là sont dans nos institutions? Vous venez de dire parmi les Rwandais dans nos institutions trahissent le pays. Je vous demande de me citer un fait d'un Rwandais dans nos institutions qui a trahi le pays. Au moins tu reconnais qu'il y a des Rwandais dans nos institutions. Il ne faut pas spéculer et tenir des propos sans preuve, monsieur Lemba. C'est ça que moi je ne veux pas que vous puissiez continuer. Là où je ne partage pas le fait que vous reconnaissez que nous avons dans nos institutions les Rwandais. Et vous trouvez que c'est normal. Et vous me demandez maintenant les faits. Moi je suis contre le fait que même si c'est comporte dans ce cas-là, c'est que Ramaya ne devait pas être ministre de la France. Puisque c'est un péché d'être étranger. Nous n'avons pas les mêmes lois. Nous n'avons pas les mêmes lois. Alors nous sommes appelés à obéir nos constitutions. Je te dis, les seuls postes reconnus je ne partage pas. C'est le président de la République. Même le président de la République. À ce que je sache, notre président dans les institutions rwandaises, il n'y a aucun Congolais qui s'y trouve. Je dis bien, dans les institutions politiques rwandaises, il n'y a aucun Congolais. Alors j'aimerais que, même s'ils se comportent bien dans nos institutions, je ne veux pas les voir parce que tout ce que nous soupçonnons comme étant, c'est pas tous ceux qui tirent des ficelles ou donnent des informations là-bas sont des Rwandais. Alors il y a moyen de les dénoncer et qu'ils rentrent chez eux. Mais commencez à les dénoncer. Le message est passé, le message est passé. Le gouvernement connaît mieux que moi. Ok, donc le message est passé. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont des sujets passionnants. Comme vous le savez, la loi d'amnistie est passée et je crois que mes excellents confrères ont essayé d'expliquer
expliqué les tenants et les aboutissants de cette loi d'amnistie. Nous avons parlé de la guéguerre entre guillemets entre Matata Ponyo et Albert Yuma de la Fédération des entreprises du Congo et les enjeux, les tenants et les aboutissants aussi de cette guéguerre. Alors merci à Thierry Monsenepo de Central FM 89.3 MHz. Merci à toi d'avoir accepté de partager ce temps avec nous. Merci à Claude Molicho de la RTNC et merci à Gérard Lemba, journaliste indépendant. En tout cas, il faut comprendre que c'était des sujets passionnants. Alors, excusez un peu le tohu-bohu, mais c'est ça, la presse. Alors, on se retrouvera. C'est ça, ouais, presse. Donc, il y a une liberté d'opinion, une liberté d'expression, et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour, en tout cas, coup de chapeau à nos autorités qui nous laissent quand même cette liberté-là de nous exprimer. C'est vraiment bien pour nous. Alors, nous allons retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah. Au revoir.